retrouvons pour un nouveau numéro de Zoom sur. Ce soir, parlons d'éducation préscolaire ou école maternelle, qui est considérée comme indispensable dans le processus d'apprentissage des enfants. Pourquoi? Quels sont les avantages? Pourquoi l'éducation préscolaire est au centre des préoccupations en Mauritanie? Déjà, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, sous le haut patronage de la première dame, Mariam Mohamed Fedelda, a lancé ce week-end depuis Nouakchott le plus grand programme national de développement de l'éducation préscolaire de la période 2022-2024. Afin de nous édifier sur ce sujet, nous recevons ce soir messieurs Salek Gereb, directeur des études, de la coopération et du suivi au ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Et également avec nous ce soir, monsieur Mohamed Salem Ahmed, qui est le chef de service des droits et la protection de l'enfant au MASEF. Bonsoir messieurs et merci de vous joindre à nous. Alors avant de continuer, je propose de suivre ce reportage d'Aminata Khan qui revient sur les temps forts de cette rencontre. Élaborer une feuille de route pour accélérer le développement de l'enseignement préscolaire chez nous, c'est la quintessence de cette rencontre dont l'objectif global est de lancer une nouvelle dynamique pour réformer progressivement le système pédagogique existant en vue de relever le niveau de scolarisation de 10% à 30% aux alentours de 2024. Cette stratégie, à l'initiative du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originaire et le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, planche sur l'élaboration d'une stratégie pour le développement de l'enseignement. Cette stratégie se base sur une approche multidimensionnelle à travers la conjugaison des efforts et la coordination entre les différents départements gouvernementaux. Dans le cadre de cette stratégie, il a été décidé d'adopter les orientations suivantes. Le renforcement de la gouvernance du secteur de l'enseignement préscolaire en intégrant au système des données spécifiques à la gestion de l'éducation nationale. La réalisation d'un programme préscolaire au profit de 10 000 enfants de familles nécessiteuses à travers son lancement dans 157 écoles dans les 3 wilayas de Nouakchott et dans les capitales des 54 Mouqata'a à l'intérieur du pays. Le développement d'un partenariat entre les deux secteurs publics-privés par la mise en disposition de 15 000 tables bancs au profit des enfants de la classe moyenne et des familles nécessiteuses. Tirer profit de la contribution de l'Association des maires de Mauritanie dans l'élargissement de l'offre de l'enseignement préscolaire, mais également la généralisation progressive des jardins d'enfants pilotes à faible coût dans les groupements en zone rurale de plus de 500 habitants. Voilà, merci à Aminata Khan pour ce reportage. Dites-nous, monsieur Salek, nous allons commencer par vous. Pourquoi est-il important aujourd'hui pour les enfants, que les enfants bénéficient de l'enseignement préscolaire en Mauritanie? Merci pour nous avoir invités sur ce plateau pour parler de cet important programme, qui est d'ailleurs le plus grand programme dans l'histoire du pays, qui est consacré au développement du préscolaire dans le pays. Avant de répondre à votre question, je dirais que cette initiative est vraiment rassurante parce qu'elle reflète un très haut niveau de coordination et de collaboration interministérielle entre les différents ministères. Le préscolaire, comme vous le savez, l'éducation préscolaire d'un enfant a beaucoup d'avantages. J'en citerai quelques-uns à titre d'exemple. Le premier avantage, c'est de préparer l'enfant à l'école. Un enfant qui vient tout droit de la maison, du foyer à l'école, est souvent confronté à de sérieux problèmes. La deuxième chose, et ça permet d'améliorer la qualité du système éducatif à la base. La deuxième chose, c'est la socialisation, c'est apprendre à l'enfant dès la prime enfance de vivre dans la diversité, de comprendre l'autre, de l'accepter et de savoir qu'il est dans un monde qui n'est pas seulement sa famille. Autres personnes qui peuvent ne pas lui obligatoirement ressembler, et c'est extrêmement important pour notre unité nationale. Nous allons fonder les bases
les fondements de notre unité nationale sur le développement dans l'enseignement préscolaire de grande envergure, c'est-à-dire qui accueille tout le monde, aussi bien les enfants en milieu rural que les enfants en milieu urbain, toutes les classes sociales du pays. Donc c'est un élément fédérateur, un élément d'union nationale et de solidarité aussi nationale. Il va contribuer à la mise en place de l'école républicaine, parce que l'école républicaine veut dire quoi? Veut dire que tous les Mauritaniens soient ensemble, qu'ils aient la même chance de faire leur parcours scolaire dans les meilleures conditions et dans les mêmes conditions. Le troisième avantage, qui n'est pas le moins important, c'est l'autonomisation de la femme. C'est un secteur créateur d'emplois, tout d'abord pour les femmes. C'est un secteur qui est exclusivement encadré par les femmes. Et aussi, il permet, autant que les enfants bénéficient d'un encadrement, les filles, les femmes ont le temps. Les filles ont le temps de faire leur scolarité, d'étudier, et les femmes ont le temps de vaquer à des activités utiles, productives, ce qui permet de très bien les autonomiser. Donc ça, c'est l'avantage premier. Conscient de tous ces avantages, le président de la République, dans son programme électoral, a clairement défini un engagement, une priorité extrêmement stratégique, c'est la création de 100 000 nouvelles places dans le préscolaire. C'est-à-dire, durant le premier mandat de son Excellence, le président de la République, il est attendu que 50% des enfants de la tranche d'âge de 3 à 6 ans soient préscolarisés. Nous n'avons actuellement et depuis plusieurs années que 28 000 enfants. Alors, la ministre des Affaires sociales de l'enfance, de l'action sociale de l'enfance et de la famille, consciente de cette réalité et aussi de cet enjeu et de ces défis, a aussitôt demandé d'élaborer un plan stratégique pour accélérer le développement du préscolaire, pour être au rendez-vous de 2024, c'est-à-dire durant l'année scolaire 2024, nous devons avoir au moins 100 000 enfants au niveau du préscolaire. Monsieur Salek, si vous permettez, nous allons revenir tout à l'heure sur le plan d'action. J'aimerais, Monsieur Mohamed, vous rejoignez un petit peu l'idée selon laquelle développer le préscolaire aide à développer plus facilement et plus rapidement les aptitudes et les habilités personnelles et cognitives des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci pour l'invitation. Donc je pense qu'en plus de ce que le directeur vient de dire concernant l'importance et l'utilité du préscolaire du point de vue construction et développement du jeune enfant, ainsi que la libération du temps de la femme et son autonomisation, nous pouvons dire que la préscolarisation, c'est un droit aussi. L'enfant a droit à l'éducation. Et donc, tout enfant qui n'est pas préparé pour cette éducation, son avenir ou sa scolarisation est menacée. Donc, nous pouvons dire que déjà, en inscrivant les enfants dans le préscolaire, on commence le processus de prise en charge d'un droit très important qui est le droit à l'éducation. Donc, le contenu proposé par les structures du préscolaire, c'est un contenu aussi qui prend en compte les besoins des enfants, aussi bien les besoins sociaux, les besoins connectifs et les besoins de développement motrice, ou moteur. Donc, nous pouvons dire que ce contenu du programme du préscolaire prend en compte aussi bien des besoins qui sont essentiels pour l'enfant, mais qui sont aussi essentiels pour le développement du pays d'une façon générale. Donc c'est le rôle du programme dans la consolidation du droit de l'enfant? Bien sûr, dans le droit des enfants, mais aussi dans la réponse aux besoins essentiels. Pourquoi les droits des enfants? Nous avons, la communauté internationale a promulgué ces droits en partant des principes ou des besoins qui sont essentiels. Pourquoi l'enfant a droit à l'éducation? Parce que l'éducation est essentielle, est un besoin pour l'enfant. Pourquoi l'enfant a un droit de la santé? Parce que la santé, c'est un besoin essentiel. Donc, tous ces droits, c'est une interprétation des besoins qui sont essentiels pour la survie, le développement, la participation et la protection des enfants. Allez-y.
Oui, effectivement, ce que vient de dire Mohamed Salem est effectif. C'est pour cela que nous avons au ministère, avec l'orientation de son Excellence Madame la Ministre, Safiya Taha, nous avons aussitôt commencé à mettre en place un plan stratégique de développement du préscolaire fondé sur un ensemble d'opportunités. Nous avons en réalité un ensemble d'opportunités qui sont offertes et qui n'ont jamais été exploitées. Nous avons l'opportunité que nous avons un secteur public et privé qui se développe parallèlement et que désormais les approches de développement les plus réussies, ce sont les approches qui sont fondées entre autres sur les partenariats publics-privés. Nous avons bien saisi cette opportunité et on a déclenché une réflexion avec l'enseignement privé et nous avons plus de 370 écoles privées qui ont manifesté leur souhait d'entrer avec nous dans un partenariat bénéfique pour les deux parties, un partenariat fondé sur une approche sociale, c'est que sur la base de ce partenariat, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille subventionnera des milliers d'enfants, les coûts de scolarité des milliers d'enfants avec des tarifs réduits, préférentiels. Et le secteur privé va contribuer en contrepartie, parce qu'il va gagner des milliers de places qui vont être inscrites supplémentaires dans son offre, il va offrir des milliers de places gratuites. Et présentement, aujourd'hui, on est déjà lancé dans le processus d'identification de ces milliers d'enfants. Nous avons prévu, dans le cadre de ce partenariat, cette année, plus de 15 000 places qui vont être spécifiquement dédiées aux enfants de la classe pauvre, parmi les plus pauvres. Les critères vont être, malheureusement, nous avons déjà un registre social qui est bien établi dans toute l'étendue du territoire national. Donc les critères d'identification sont déjà établis au niveau du registre social. Donc nous allons juste servir d'abord les plus pauvres, ainsi de suite. Donc d'abord les enfants des milieux les plus pauvres, les quintiles les plus pauvres et ensuite ainsi de suite. Donc c'est une opportunité qui va nous permettre de créer des milliers de places. La deuxième opportunité, c'est que nous avons une chose spécifique à la Mauritanie, c'est l'enseignement originel. L'enseignement originel, vous allez trouver des écoles dans toutes les communes. Mais dans toutes les localités du pays, vous allez trouver une école coranique. Vous allez trouver une mahadra. Il n'y a pas une localité du pays, il n'y a pas une localité, une mahadra ou une école coranique. Donc nous avons suivi cette piste pour déjà commencer, à titre pilote, d'introduire dans les mahadras des classes préparatoires, des classes du préscolaire qui vont améliorer un peu l'enseignement dans les mahadras, nous allons améliorer le comportement des enseignants, des cheikhs de mahadra, des équipements préscolaires vont être aussi installés. Donc nous allons améliorer les normes d'accueil et d'enseignement et d'éducation dans les mahadras. Nous allons dans ce sens aussi, avec cette opportunité, créer des milliers de places au profit des enfants, surtout en milieu rural et dans les zones d'éducation prioritaire. Comme vous le savez, la Mauritanie a défini dans ses priorités les zones où il n'y a pas où le service éducatif n'est pas très développé. On les appelle les zones prioritaires pour l'éducation. Donc, nous allons orienter ce programme à ce niveau. D'autres opportunités sont au niveau, nous avons la délégation nationale pour la délégation pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion qui est déjà très avancée dans les programmes de lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités, l'élimination des inégalités, etc. Donc nous avons déjà aussi une opportunité avec cette délégation. On est en train de développer des approches communautaires au niveau des communautés, des modèles de garderies communautaires à moindre coût qui peuvent être extrapolés facilement. Nous sommes en train de mettre un programme pilote de 50 maternelles communautaires dans les zones les plus défavorisées avec un modèle qui a été développé par l'UNICEF et qui suit l'essentiel des normes de l'éducation préscolaire. Nous allons saisir d'autres opportunités qui sont les mairies.
Comme vous le savez, les mairies en Mauritanie et partout dans le monde ont les prérogatives du développement des services sociaux de base. Donc, au niveau de ces mairies aussi, la plupart, il y a pas mal de mairies qui ont déjà manifesté leur engagement pour rentrer dans cette dynamique multisectorielle et multipartenaire. Nous avons mis à contribution le commissariat à la sécurité alimentaire parce que, au niveau de cette agence qui est déjà très ancienne, très ancrée au niveau rural, nous avons entrepris une collaboration pour améliorer la situation nutritionnelle des enfants au niveau de ces structures. Donc, c'est une approche qui a permis de montrer qu'il est possible de conjuguer les efforts ensemble pour faire des réalisations grandioses de ce type. Donc, ce programme est décliné entre 2022 et 2024. Voilà, ce programme est décliné sur 2 années scolaires. L'année scolaire 2022-2023 et l'année scolaire 2023-2024. Ce que j'étais en train de dire, ce sont les réalisations que nous comptons faire durant cette prochaine année. 2023. Et nous avons déjà estimé que nous allons créer plus de 35 000 places supplémentaires. Donc, et nous allons, dès que nous aurons terminé, on va aussitôt commencer à travailler sur l'ouverture de l'année suivante, 2023-2024, Inch'Allah. Alors, dites-nous, M. Mohamed, combien d'enfants sont concernés à court et à long terme dans tout ce programme? Donc, le programme vise à offrir la chance pour 100 000 enfants, parce que ça, c'est l'objectif du programme. Mais nous pouvons dire que cet objectif sera atteint grâce à l'élargissement de la couverture du préscolaire. Donc, le directeur vient de vous mentionner les différentes décisions prises par les différents départements ministériels membres de la commission multisectorielle du développement du préscolaire. Mais peut-être il faut dire que le département de Mazef, en charge de ce dossier, aura d'autres contributions dans ce programme. Il s'agit entre autres de renforcement des capacités de ces intervenants, parce que nous avons de la technicité, nous avons les supports, nous avons le programme de préscolaire, nous avons surtout aussi, nous allons procéder aussi à la création de nouvelles structures du préscolaire public. Donc il y aura des jardins d'enfants publics qui seront aussi la contribution du MASEF dans ce processus de prise en charge du préscolaire, qui est une tâche où tout le monde peut contribuer. Donc nous pouvons dire qu'il s'agit d'un objectif très ambitieux, mais c'est un objectif que nous pouvons aussi assurer sa réalisation grâce à la synergie entre les différents acteurs. Donc nous, en tant que département, on va aussi multiplier nos efforts dans ce sens, à travers les constructions, à travers les supports, à travers le renforcement des équipements et le renforcement des capacités des acteurs qui sont déjà dans le processus, c'est-à-dire les structures de l'enseignement les structures de l'enseignement privé qui ont manifesté leur intérêt vraiment pour ouvrir une classe préparatoire pour l'entrée, c'est-à-dire la 3e section du préscolaire, parce qu'il s'agit d'une étape préparatoire à l'école. Donc il faut renforcer les capacités de ces écoles privées qui n'ont pas peut-être la technicité nécessaire et qui n'ont pas aussi le récépissé. Donc ils ne sont pas reconnus en tant que structure de prise en charge du préscolaire. Peut-être raison de récépissé pour une école privée, mais ils n'ont pas de récépissé pour ouvrir un jardin d'enfants. Donc nous, en tant que département, nous sommes en train vraiment de faciliter aussi l'intégration de tous ces partenaires dans le processus et surtout faciliter leur vraiment travail en tant que partenaire dans ces efforts. Quand vous parlez de centres d'accueil des jardins d'enfants publics et même le partenariat du secteur privé et public, de combien de centres nous parlons? Nous, en tant qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 35
jardins d'enfants publics. Nous comptons ouvrir cette année 9 autres jardins publics. Donc nous aurons dans cette année à peu près 44 ou 45 jardins publics. Donc ça c'est les jardins publics qui existent. Mais ils seront renforcés aussi l'année de préscolaire ou l'année scolaire 2023-2024. Donc nous aurons aussi à ouvrir d'autres jardins d'enfants, plus les 9 qui seront opérationnels à partir de 2022-2023. Dites-nous, pour ce qui est bon, à l'école, il faut des fournitures, pour ce qui est des fournitures, de l'aide sociale et tout, comment votre département ou les départements partenaires se chargent, peut faire pour aider justement ces enfants-là, qui viennent quand même de milieux démunis? C'est une question très importante, mais avant de vous répondre, j'ai oublié le rôle du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, qui est une partie prenante fondamentale dans ce plan stratégique. Nous allons, comme l'a dit Mohamed Salim, commencer à introduire l'année préparatoire à l'école primaire. C'est un élément de réforme, du système éducatif qui est en cours d'être réalisé. Et nous allons mettre en place un programme pilote au niveau de 100 écoles de Nouakchott dans lesquelles on va introduire une année préparatoire, c'est-à-dire la 3e section du préscolaire. Et nous allons le faire dans 54 écoles dans les muqata'a de l'intérieur du pays. Et là, ça va créer quelque chose comme 3000 nouvelles places, 3000 nouvelles opportunités pour les enfants. Donc ça, c'est extrêmement. Il y a toute la question de l'amélioration des normes. Quand on dit normes, c'est d'abord le personnel d'encadrement. Il faut que ce personnel d'encadrement soit suffisamment formé, soit suffisamment outillé. Et nous avons, comme l'a dit Mohamed Salim, toute l'expertise nécessaire. Nous avons au niveau de la direction de l'enfance, nous avons un pôle de formateurs extrêmement bien expérimentés. Et nous avons à l'École nationale de l'action sociale une filière qui forme les monitrices des jardins d'enfants. Nous avons aussi des formateurs et nous avons cette ambition de mettre en place un cadre de formation rapide pour répondre aux besoins croissants. Nous avons déjà sur le marché de l'emploi quelque chose comme 800 monitrices des jardins d'enfants qui sont déjà formées et qui probablement vont être absorbées dans cette dynamique de partenariat public-privé avec les écoles privées. Parce que, comme l'a dit, il y a plusieurs écoles privées. Parmi les 378 écoles privées qui sont déjà engagées, il y en a seulement 154 qui ont des récépissés pour des jardins d'enfants. Et nous posons comme condition de l'agrément le fait de recruter au moins une monitrice des jardins d'enfants. Donc nous allons par ce programme aussi inciter et favoriser la création d'emplois au profit des jeunes filles qui sont détentrices de diplômes d'animatrices et de monitrices du préscolaire. En ce qui concerne les équipements, c'est aussi, ça fait partie des normes. Nous sommes en train de mettre en place un programme qui va disponibiliser les équipements, aussi bien pour les garderies qui vont être ouvertes au niveau rural. Elles vont être équipées convenablement selon les normes proscrites. Nous allons équiper aussi les classes préparatoires qui vont être ouvertes au niveau des écoles fondamentales. Nous allons équiper les classes qui vont être ouvertes dans les mahadras. Donc il y a aussi un programme qui va favoriser, qui va encourager aussi le secteur informel. Parce que dans le préscolaire, il y a un secteur informel qui est là, aussi bien au niveau du préscolaire en tant que préscolaire, aussi bien au niveau de l'enseignement coranique. Comme vous le savez, le ministère de l'enseignement des affaires islamiques et de l'enseignement originel encadre un certain nombre de mahadras appelés les mahadras pilotes, modèles. C'est-à-dire il y a des mahadras qui sont réellement encadrés par le ministère, qui sont logés dans des locaux qui sont loués par le ministère, avec des cheikhs de mahadra qui ont des salaires et tout ça. Mais il y a beaucoup d'autres écoles coraniques et mahadra qui ne bénéficient pas de cette... Donc c'est ce que vous appelez le secteur informel. C'est un secteur informel et on va aussi le mettre à contribution, on va l'encourager, comme nous le faisons dans le secteur informel du préscolaire. Il y a beaucoup de femmes qui ont des agréments pour mettre en place des jardins d'enfants. Certains ont déjà mis en quelque sorte des initiatives. Nous les avons encouragés avec des programmes pilotes l'année passée. L'année passée, nous avons
subventionné 81 jardins d'enfants communautaires détenus par des femmes à Nouakchott, dans les 9 muqata'a de Nouakchott. Nous avons subventionné une vingtaine de ces genres de garderies au niveau de Nouadhibou, une vingtaine au niveau de Tiris Zemour, etc. Donc on a testé et nous allons aussi continuer cette dynamique. Donc il y a beaucoup d'opportunités au niveau de la Mauritanie qui sont très favorables et nous allons les mettre à contribution pour vraiment atteindre rapidement ce taux-là. Et ça va être une première dans l'histoire. Et les retombées vont être ressenties dès les premières années. Vont être ressenties sur tous les aspects, parce que nous sommes déjà pionniers dans cette dynamique d'école républicaine, parce que c'est vraiment les enfants de toutes les classes vont avoir l'opportunité d'être préscolarisés. Tout comme ça va se passer au niveau de l'enseignement fondamental, il y aura progressivement aussi cette dynamique d'école publique républicaine pour tout le monde. Monsieur Jareb, vous parlez tout à l'heure, au début de l'émission, d'une certaine cohésion sociale entre les enfants, le fait de les inscrire au niveau de la maternelle ensemble et tout. Oui. Mais comment vous allez vous débrouiller concernant la langue? Oui, ça c'est d'apprentissage, comment ça va se faire pour que... voilà. Oui, mais ça c'est extrêmement important parce qu'au niveau de la maternelle, c'est réellement à ce niveau-là que le problème linguistique est résolu. Parce que les enfants, dès les premiers jours, commencent à communiquer chacun avec l'autre. Chacun apprend quelques mots de la langue de l'autre, etc. Donc, au niveau de la maternelle, le langage, c'est la langue maternelle de l'enfant. C'est ça, on l'appelle la maternelle. On parle à l'enfant sa langue maternelle. Vous voyez? Et c'est une question qui est déjà bien prise en compte dans le programme du préscolaire. Donc, c'est tout d'abord, comme vous le savez, les 3 années du préscolaire, chacune d'entre elles a une vocation. La première année, elle permet à l'enfant, tout d'abord, de venir, de voir qu'il y a des enfants autour de lui. La deuxième année, il commence un peu à voir autour de lui un peu toute la nature, toute la diversité, toutes les opportunités, et qu'il doit commencer un peu à parler, écrire et dessiner. La troisième année, c'est là où l'enfant véritablement commence à être l'alphabet et à réciter des versets de Coran, à connaître les premiers symboles de la citoyenneté, etc. Donc ce sont ces éléments qui vont permettre un peu aux enfants de vivre dans la diversité linguistique et culturelle. Donc, M. Mohamed, quand on parle de diversité justement linguistique et culturelle et aussi l'apprentissage des enfants dans leur langue maternelle, donc je suppose tout ça, ça englobe quand même une certaine formation, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, une formation des moniteurs et une formation des enseignants également. Effectivement, nous avons ce qu'on appelle la formation initiale des monitrices des jardins d'enfants. Donc cette formation est faite en arabe et en français. Donc c'est-à-dire que les monitrices sont déjà préparées pour dispenser les cours au niveau des structures du préscolaire, soit en arabe, soit en français. Peut-être la monitrice doit aussi prendre en compte la langue nationale de l'enfant, parce que, bon, de toute façon, dans un jardin d'enfants, on aura peut-être 3 ou 4 monitrices, dont la directrice, et donc ce qui fait que souvent, ce problème de langue, ça peut être résolu facilement, même si la monitrice qui est en charge de la classe peut-être ne parle pas la langue maternelle de l'enfant, mais elle peut toujours solliciter l'appui de la monitrice qui est à côté, parce que, si elle ne maîtrise pas la langue maternelle de l'enfant, mais on sait que généralement les cours sont donnés soit en langue arabe, soit en langue française. Donc en plus de la formation initiale des monitrices du jardin d'enfants, il y a la formation continue. Donc nous, au niveau du MASEF, nous assurons des formations continues pour les monitrices du jardin d'enfants, des jardins d'enfants publics, mais aussi la formation des moniteurs et des monitrices au niveau du privé, parce que nous, notre rôle en tant que département, c'est d'encadrer et d'assurer un service de qualité. Et donc, ces initiatives privées ont besoin de notre contribution à travers la formation des moniteurs et des monitrices au niveau de ces structures privées. Donc à travers les deux volets, les deux aspects,
la formation initiale et la formation continue, je pense que nous, vraiment, nous assurons un service de qualité aussi bien au niveau des structures publiques qu'au niveau des structures privées, ainsi qu'au niveau des garderies communautaires. À quel âge sont acquis les enfants, justement? De 3 à 6 ans. Le préscolaire, c'est de 3 à 6 ans. Donc, à partir de 3 ans, l'enfant peut commencer la fréquentation du préscolaire jusqu'à 6 ans. Mais en plus de cela, l'autre tranche des enfants, qui sont les enfants qui sont encore avec la famille, nous allons développer en parallèle, il est déjà même amorcé, un programme d'éducation parentale. C'est-à-dire, l'autre classe d'enfants, l'autre catégorie, ce sont les enfants de moins de 3 ans, ils sont avec les parents. Il faut qu'on apprenne aux parents comment se comporter avec l'enfant, comment répondre à ses besoins, comment le comprendre. Donc, il y a tout un programme qu'on appelle le programme d'éducation parentale qui va être disséminé à travers des campagnes de communication et de sensibilisation en direction des parents. Je reviens à la question de la langue au niveau de la maternelle. En réalité, au niveau de la maternelle, c'est très différent de l'école primaire, c'est très différent du collège, c'est très différent de l'université. Au niveau de la maternelle, il y a d'abord ce qu'on appelle les supports ludiques. Nous avons les jeux. On apprend aux enfants de sortir ensemble et de jouer ensemble. Il y a des jeux de classe, il y a des jeux de cours et il y a un matériel ludique qui est là. Donc, ce n'est pas la langue elle-même, mais il y a une expression qui se fait à travers les jeux. Les enfants jouent ensemble. Quand ils jouent ensemble, ils communiquent. Ils arrivent toujours à trouver une façon de communiquer. Ça, c'est partout dans le monde. Quand vous voyez, par exemple, une maternelle au niveau, par exemple, de New York, ou une maternelle au niveau de Los Angeles, ou une maternelle au niveau de Tokyo, quand vous amenez les enfants, ils viennent de tous les bords. Vous voyez les enfants, par exemple, de la classe diplomatique et tout ça, qui viennent de tous les bords, des Africains, des Arabes, des Asiatiques, des Américains, des Nord-Américains qui viennent dans une maternelle. Ils sont toujours là, ils vivent ensemble. Ce n'est pas la langue qui pose problème au niveau de la maternelle, c'est surtout parce que la vocation de la maternelle, c'est d'apprendre à l'enfant à découvrir le monde. C'est de permettre à l'enfant de se socialiser, de savoir vivre en groupe. C'est de permettre à l'enfant d'avoir les premiers pas vers l'enseignement, c'est-à-dire l'alphabet, c'est-à-dire les premiers symboles, c'est-à-dire les cahiers, le stylo, le livre, la tablette, etc. Donc tous ces éléments sont Monsieur Salek, j'aimerais quand même que vous reveniez un petit peu sur l'éducation parentale et les moyens de communication justement pour informer, pour communiquer avec les parents, pour qu'ils puissent avoir un certain comportement avec leurs enfants à la maison. Oui, ça c'est un programme extrêmement important parce que c'est un programme qui vise le grand public et qui vise les parents eux-mêmes, c'est-à-dire le père, la mère, la sœur, la tante, etc. et qui leur permet, qu'on leur fait comprendre tout d'abord que l'enfant a des besoins. D'abord, il a besoin qu'on comprenne ses besoins. Il a besoin d'être écouté. Il a besoin d'être entretenu. Il a besoin de ne pas être laissé pour compte et de ne pas être négligé. Il y a tous ces aspects qui sont là, donc qui sont extrêmement importants. Il y a beaucoup de pratiques familiales essentielles aussi qui s'intègrent dans le cadre de ce programme d'éducation parentale, telles que toutes les questions de l'allaitement maternel, toute la question de l'hygiène, toute la question du sévrage, toute la question de la protection de l'enfant contre les maladies invalidantes. Tous ces aspects-là sont extrêmement importants, mais aussi, il faut qu'on apprenne aux parents de comprendre l'enfant, de le comprendre, et de vraiment... parce que la famille, c'est la première école dans la vie. C'est la première école dans la vie. Donc, au niveau de cette école, c'est vrai que l'enfant est dans un cercle social restreint. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on lui apprenne, mais il a besoin aussi de sortir de ce cercle limité et de découvrir un cercle beaucoup plus large qui est la communauté, tout ce qui est autour de lui. Donc, dans chacune au niveau de la famille, au niveau de la communauté,
l'enfant a besoin d'un certain nombre de besoins. Je suppose que votre programme ou votre plan d'action prend quand même en compte le fait que nos parents ont quand même une certaine connaissance et les connaissances endogènes sont très importantes. C'est aussi important de le faire contribuer justement à l'ouverture justement de tous ces centres de préscolaire et de leur faire comprendre également qu'il ne s'agit pas de remettre en cause leur éducation, mais peut-être de les aider un petit peu. Pertinente question. C'est une observation à la fois une question très pertinente. En effet, nous avons un patrimoine très riche culturel qui va à l'encontre. Vous voyez, les enfants, on commence à abandonner ce patrimoine. Toujours, à notre âge, il y avait les grandes-mères autour desquelles on se rassemblait, elles nous racontent les histoires. Ça permet un peu de développer l'esprit de l'enfant. Les grands-pères, tout ça, tous ces aspects, les contes traditionnels, c'est toujours là. Donc ça, c'est bien considéré. Ces données-là sont très bien considérées dans le cadre du programme d'éducation parentale. Ça fait partie de toute cette richesse culturelle, ce patrimoine culturel qui reflète un peu la question de la petite enfance dans la culture sociétale mauritanienne et dans la diversité aussi culturelle de notre pays qui est là, qui contribue d'ailleurs. Et c'est un élément qui nous facilite un peu la vie parce qu'en réalité, la société mauritanienne, c'est une société qui a beaucoup d'avantages par rapport à beaucoup d'autres sociétés en termes d'entretien des enfants, d'entretien des personnes vulnérables, des personnes âgées, tout ça. Donc, c'est des questions extrêmement importantes. Monsieur Mohamed, je suppose que vous rejoignez un petit peu Monsieur Saleh que concernant le droit de l'enfant, c'est bien, le droit de l'enfant, aussi la manière de communiquer justement avec les parents pour introduire justement cette notion de centre, de préscolaire pour leurs enfants. Effectivement, le programme de l'éducation préscolaire, c'est un programme qui prend en compte aussi bien les réalités culturelles du pays, mais aussi qui prend aussi la nécessité vraiment de prendre en charge et de répondre aux besoins essentiels de l'enfant selon ses droits. Et donc, nous avons, avec l'appui de nos partenaires, nous avons élaboré une boîte à images pour des sensibilisations, des dépliants pour des sensibilisations qui seront utilisés par des sensibilisateurs, des animateurs qui assurent des sensibilisations et des causeries éducatives auprès des familles cibles. Donc ça c'est du point de vue support des communications avec les familles. Donc ces animateurs ou ces relais communautaires sont souvent formés aussi sur des techniques de communication, ce qui permet vraiment à ces relais communautaires de passer un message correct et un message compréhensible et acceptable aussi par le système éducatif et le système aussi culturel, parce que nous avons notre référence culturelle aussi. On ne doit pas aussi véhiculer des messages qui vont à l'encontre de ce que la société ou la communauté pense ou ce que juge aussi nécessaire. En plus, bien sûr, de ce que M. le directeur vient de dire, nous pouvons dire que ce programme d'éducation parentale complète et renforce le préscolaire à travers la prise en charge de l'enfant à partir de 2 ans, donc avant même l'âge du préscolaire. Et donc, c'est un programme qui prépare la famille à comprendre les besoins, aussi bien les besoins physiques, mais surtout les besoins affectifs. Parce que vraiment, il n'y a pas assez de gens qui prennent en compte l'aspect affectif. Parce que peut-être il faut donner à l'enfant à manger, quand il est malade, il faut aller au médecin, mais peut-être prendre en charge, faire de ce qu'on appelle, je ne sais pas, tahajlib shingalou. Il faut l'affection. L'affection parentale. Mais en termes pour ça, mais j'ai oublié en français. L'essentiel, c'est que l'aspect affection, c'est souvent l'aspect qui est absent peut-être dans notre éducation traditionnelle pour des enfants. Mais cette éducation parentale prend en compte cet aspect. Les outils qui ont été élaborés prennent en compte aussi cet aspect. Donc, il s'agit des initiatives qui se complètent et qui vont tous dans le but vraiment d'assurer un développement du préscolaire et surtout d'assurer la réponse aux besoins de l'enfant, du jeune enfant.
Et quand vous parlez d'autonomisation justement de la femme, j'aimerais que nous revenions davantage sur cet aspect-là, l'autonomisation de la femme de plusieurs niveaux, parce qu'il y a quand même le niveau de laisser les femmes vaquer à leurs occupations, il y a aussi le niveau de permettre aussi à ces femmes-là aussi de, disons, pas se séparer, mais un petit peu montrer à leurs enfants qu'il ne s'agit pas que du cocon familial. Oui, oui. Et c'est vraiment important aussi cet aspect-là pour moi. Effectivement, l'autonomisation de la femme se concrétise à travers plusieurs aspects. Nous avons d'abord le temps de cette femme dont les enfants sont inscrits au niveau du préscolaire. Donc cette femme ou ces femmes qui peuvent exercer leur activité économique avec une assurance déjà, parce qu'ils connaissent déjà que l'enfant est entre de bonnes mains, avec une monitrice formée et dans un lieu sûr et sécurisé. Donc ils ont déjà cette assurance et ça leur permet vraiment de se libérer dans l'encadrement de l'enfant, même si cette libération n'est pas totale, mais à un moment donné, au moins le temps du travail, elle sait que l'enfant est dans de bonnes mains. Donc, elle aura le temps vraiment d'exercer ces activités, que ce soit des activités privées ou des activités publiques dans une institution en tant que fonctionnaire ou administrateur. Ça, c'est un. D'autre part, nous avons aussi ces activités génératrices de revenus à travers la création des AGR, à travers ce programme aussi des différents départements où la commission ou le plan stratégique prend en compte ou propose quand même la création des AGR autour du préscolaire. Donc il y aura des activités et des emplois qui seront créés à travers ce programme. Donc nous pouvons dire aussi que même les départements, avant même cette initiative, il y avait aussi d'autres initiatives à travers le financement des jeunes sortantes de l'école nationale de l'action sociale. C'est des jeunes qui ont réussi leur diplôme de monitrice et qui n'arrivent pas à rejoindre peut-être la fonction publique ou qui n'arrivent pas à être recrutés dans le cadre du privé. Donc, ces jeunes ont aussi bénéficié des AGR, des financements pour ouvrir des jardins d'enfants. Donc, nous pouvons dire que aussi le préscolaire aussi ouvre la chance aussi bien pour les femmes que pour les enfants eux-mêmes. Donc, si je comprends bien, Monsieur Salex, il s'agit aussi d'une manière de lutter contre, disons, entre guillemets, que les enfants errent un petit peu dans les rues, les enfants à bas âge qu'on voit des fois dans les rues. Oui, bien sûr, parce qu'en réalité, l'enfant doit être soit en famille, soit dans un lieu de distraction sûr, soit à la maternelle, soit à l'école. Normalement, il n'y a pas un autre coin où l'enfant doit être. Donc, c'est ça, en fait, la place idéale de l'enfant. Pour la sécurité aussi. Oui, pour la sécurité aussi. Je vais revenir un peu sur la question de l'autonomisation des femmes et les liens avec le préscolaire. Et comment ça a été pris en compte dans le cadre du plan stratégique. En réalité, ce plan stratégique, on l'a appelé plan stratégique parce qu'en fait, il y a l'objectif principal, c'est la préscolarisation, c'est la création d'opportunités de préscolarisation. Mais derrière ça, nous avons beaucoup d'autres objectifs stratégiques spécifiques. Nous avons des objectifs stratégiques spécifiques qui portent sur le renforcement de l'unité nationale, et de la cohésion sociale. Nous avons des objectifs spécifiques qui concernent un peu l'autonomisation des femmes, la lutte contre la pauvreté, un peu la dynamique rurale et communautaire de développement. Et j'ai oublié que nous avons, dans le cadre des plans stratégiques aussi, misé sur ce qu'on appelle les programmes de développement dans le secteur de l'économie rurale. Nous avons qu'il y a beaucoup de projets qui bénéficient de financement et qui ont des composantes genre. Et nous allons nous orienter, nous sommes en train de faire un recensement de ces projets. Nous allons voir dans quelle mesure le ministère peut collaborer avec ces projets pour que les composantes genre soient plus optimales en termes d'autonomisation des femmes, en termes de meilleures approches pour pouvoir vraiment autonomiser les femmes. Et parmi les approches les plus optimales, c'est un peu ces approches de libérer le temps de la femme. En libérant le temps de la femme et parallèlement à cela, lui créer aussi des opportunités de production.
C'est pour cela, nous sommes dans le cadre de ce programme et surtout dans les actions rurales, nous allons monter à côté de ces garderies communautaires des activités génératrices de revenus qui vont permettre aux femmes de se regrouper autour d'une activité au moment où les enfants sont au niveau de la maternelle. Et c'est extrêmement important parce que ça va un peu lancer une certaine dynamique de développement au niveau de la communauté et mieux positionner aussi la femme en tant qu'élément de notre capital humain. Donc ça, c'est aussi un autre objectif, sous-objectif stratégique de notre plan. Nous avons un autre objectif stratégique, c'est cette culture de travailler ensemble, de mettre ensemble la multisectorialité. C'est un objectif extrêmement important, démontrer qu'ensemble, nous pouvons conjuguer nos efforts et réaliser et atteindre des objectifs à moindre coût et qui peuvent être aisément extrapolés. Donc, c'est un objectif fondamental. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, il y a le ministère de l'Action sociale, il y a la délégation générale de la solidarité nationale TAAZUR, il y a le commissariat à la sécurité alimentaire, il y a les associations régionales de maires, il y a les parents d'élèves, tout ce monde ensemble, on a vu que chacun a un rôle bien défini. Il y a une certaine harmonie, une dynamique qui va permettre d'atteindre cet objectif. Et vraiment, ça va montrer aussi un sens de coordination et de collaboration intersectorielle. Mais justement, comment vous faites justement pour travailler avec toutes ces synergies-là? Comment vous vous êtes organisé? Voilà, on a mis en place, aussitôt, on a mis en place un comité multisectoriel, interministériel, dans lequel sont représentés l'ensemble de ces départements par 2 ou 3 personnes, toutes les parties prenantes, les techniciens les plus impliqués. Et il y a ce comité qui s'est penché un peu sur la finalisation de ce plan d'action. C'est ce comité qui a mis en place cette feuille de route. C'est ce comité qui a préparé un peu cette solidarité gouvernementale. L'autre jour, avant-hier, on a vu que devant le grand public, il y a une signature de convention par 6 parties prenantes. 6 parties prenantes qui sont là, qui ont exprimé leur volonté, leur engagement vraiment à aller dans ce grand projet qui va permettre un peu d'asseoir une certaine justice sociale à la base, qui va permettre aux Mauritaniens de se retrouver dès la prime enfance, qui va permettre à notre système éducatif d'être beaucoup plus équitable, beaucoup plus social, beaucoup plus juste, qui va permettre à notre système éducatif d'être beaucoup plus performant et qui va nous permettre de mouler l'être humain mauritanien dès la prime enfance. Parce que on dit que c'est à partir de la prime enfance qu'on introduit ce que nous allons inculquer dès la première enfance, c'est ce qui va se répercuter sur l'avenir. D'accord. Rapidement, nous sommes rattrapés par le temps. Oui. Rapidement, vous avez déjà décliné la feuille de route, mais pour l'année 2022-2023, comment vous comptez vous organiser pour l'ouverture prochaine pour les centres? Je pense que dans la convention signée par les 6 parties, il est très clair. Donc, chaque partie est responsable d'une composante et est responsable des activités spécifiques. Prenons par exemple l'exemple du MASEF. Le MASEF sera chargé aussi de tout ce qui est renforcement des capacités, équipements, mise en forme, en normes des jardins privés. Donc, les autres départements, chaque département a des activités spécifiques qui seront à travers le suivi de cette commission intersectorielle ou multisectorielle sera en mesure vraiment d'assurer ce suivi pour qu'il y ait la mise en œuvre du plan stratégique et surtout la feuille de route. Donc, chaque département a ses propres activités et donc il se charge de l'aspect qui a été bien défini dans la convention. Donc, chaque département a déjà ses propres activités et c'est un plan concerté aussi. Donc, tout le monde a été impliqué, tout le monde a contribué dans la conception. Et donc, chaque département, à travers
le premier responsable, c'est-à-dire les ministres ou les commissaires, ont signé la convention. Donc nous sommes sûrs que cette feuille de route sera mise en œuvre avec les conditions, avec aussi l'assurance nécessaire pour qu'il y ait vraiment la prise en compte ou la réponse à ces défis qui est la préscolarisation d'au moins d'ici 2024 de 50 000 enfants ou même aller jusqu'à 100 000 d'ici 3 ans ou 4 ans. Alors un dernier mot, messieurs, avant de clore. Un dernier mot, c'est pour dire que l'importance de ce plan stratégique a été aussi exprimée et reflétée par la présence de la Première Dame qui a présidé que cet événement a été, et ce plan stratégique est placé sous le patronage de la Première Dame. Et dans son discours, elle a aussi explicitement exprimé sa satisfaction et son désir de voir ce programme se prolonger et qu'elle aussi elle suit de près la réalisation de ce programme qui a un caractère social et qui touche les enfants du pays auquel elle accorde une grande importance. C'est un programme qui est d'une grande importance parce que non seulement il met en contribution ces éléments, mais son objectif est premier dans l'histoire du pays. Et premier dans l'histoire du pays, ça fait, depuis l'indépendance jusqu'à présent, on n'arrive pas à préscolariser plus de 28 000 enfants. Aujourd'hui, en une année, en 2 ans, nous allons aller vers quelque chose comme 68, 70 000 nouvelles places dans les préscolaires. Parfait, Monsieur Mohamed, rapidement. Bon. Dernièrement, je vous remercie d'abord pour cette occasion que vous avez donnée pour le département de parler de ce programme très important, très ambitieux. Mais pour la réussite vraiment de ce programme, nous comptons beaucoup sur la contribution des parents. Donc sans la contribution des parents, sans la contribution de tout le monde, donc on ne peut pas vraiment assurer la réussite de ce programme. Donc nous devons mettre l'accent sur les sensibilisations, les activités de communication. Donc pourquoi? Parce que déjà les départements sont engagés, ils sont tenus vraiment de réaliser les activités programmées. Mais quand même, nous avons besoin vraiment de la population, de la compréhension et de l'interaction de nos cibles qui sont les familles et les enfants. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que j'ai avec moi ce soir le directeur des études de la coopération et du suivi au MASEF, qui est monsieur Salek Jareb. Également avec nous, Mohamed Salem Ahmed, qui est le chef de service des droits et la protection de l'enfant au MASEF. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci beaucoup également à Rabia Deida, la rédactrice en chef. Merci au directeur du programme et merci surtout à l'équipe technique qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Très bonne suite de programme sur Red Mauritania.